Bosco in 12 parole chiave del 2012 e Quand nos ados bout la foi del 2013, quando i nostri adolescenti snobbano, non si interessano della fede. Diamo a lui la parola, sappiamo che la sua relazione è in francese, c'è la possibilità dell'ascolto in traduzione simultanea. Il titolo è Il sistema preventivo ripensato nell'orizzonte sociale, culturale, educativo attuale. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc parler en français en contribuant ainsi au sauvetage de notre langue française dans les congrès internationaux. La question, en cette année du bicentenaire, m'est souvent posée. Comment un éducateur du XXIe siècle peut se référer à un pédagogue du XIXe, tant les jeunes d'aujourd'hui et leur environnement sont différents de ceux. Mais nos deux époques ont en commun de connaître d'importantes mutations sur le plan sociétal. Il est vrai qu'aujourd'hui, les politiques nous parlent de crise. Mais cela fait 40 ans qu'ils nous parlent de crise. Une crise qui dure, ce n'est pas une crise, ça s'appelle une mutation. Et je dénonce avec force ce discours sur la crise, car c'est un discours un peu lénifiant qui laisserait entendre qu'il suffirait de tenir bon durant les turbulences de la crise pour rêver d'un après-crise qui ressemble à l'avant-crise. J'entends parfois ce discours dans mon église. Tenez bon, braves curés de 70 ans, 75 ans, 80 ans, et vous verrez, après les turbulences, à nouveau les séminaires se rempliront, on ne sait pas trop avec qui. Un tel discours, où il suffit d'attendre et d'espérer, n'incite pas à effectuer les véritables réformes qui sont nécessaires. Parler en termes de crise débouche sur le conservatisme. Parler en termes de mutation débouche sur de véritables réformes d'adaptation, comme sut le faire Don Bosco en son temps. Lui connut le passage de la société rurale et paysanne à la société urbaine et industrielle. Nous connaissons le passage de cette société industrielle et moderne à cette société qualifiée de post-industrielle et de post-moderne. Et l'avènement du numérique ne constitue pas seulement un progrès technologique, mais un véritable changement culturel, puisqu'il modifie le rapport à l'espace et au temps, et que toute culture finit par ce rapport. Nous vivons une période de mutation comme Don Bosco, et il est plus difficile d'être jeune dans une telle période, car il est plus difficile de se projeter dans l'avenir. Comment vouliez-vous, au temps de Don Bosco, que le petit garçon, fils de paysan, petit-fils de paysan, arrière-petit-fils de paysan, puisse se projeter dans un avenir d'ouvrier dans une de ces usines fumantes qu'il voyait poindre à l'horizon? Et combien, aujourd'hui, les jeunes de nos sociétés ont du mal à se projeter dans l'avenir lorsque les économistes nous disent que nous ne connaissons que 50% des métiers qui s'exerceront en 2050. Il est donc plus difficile d'être jeune, plus difficile d'éduquer dans une société en mutation. Réfléchir dans un premier temps sur les incidences de ce contexte de mutation sociétale, sur la question éducative, de voir dans un second temps combien Jean Bosco, par des intuitions neuves, a su s'adapter à un tel contexte avant d'ouvrir dans un troisième temps quelques pistes pour rendre possible l'actualisation du système préventif dans le contexte actuel. Primo, la question éducative dans une société en mutation. Reconnaissons-le, éduquer dans le contexte d'une société en mutation est une tâche plus complexe que dans une société plus stable. Et j'énumérerai 3 difficultés majeures
auxquelles Don Bosco a dû faire face et auxquelles nous devons faire face aujourd'hui. Prima difficoltà, la crédibilité des institutions traditionnelles génère des difficultés dans l'exercice de la fonction d'autorité. Tant Don Bosco dans les faubourgs de Turin que nous-mêmes aujourd'hui dans les quartiers qualifiés de sensibles, nous sommes confrontés à des jeunes en difficulté par rapport à l'autorité. Et je voudrais au préalable apporter un éclairage sur cette notion. Le mot autorité vient du latin augere, qui signifie croître. Une relation d'autorité, c'est une relation qui fait grandir, qui permet à l'adolescent de devenir auteur de sa vie. Voilà pourquoi il me semble important de dissocier deux notions qu'on a parfois tendance à confondre, celle de pouvoir et celle d'autorité. Le premier, on le reçoit de l'institution. L'autorité, si on y réfléchit bien, on la reçoit de celles et ceux auprès de qui on l'exerce. Deux enseignants dans un collège ont même pouvoir, même délégation du chef d'établissement, ils n'ont pas la même autorité. Le pouvoir, on peut l'avoir ou le prendre. L'autorité, elle, on ne l'a jamais. J'entends parfois des éducateurs me dire « Moi, j'ai de l'autorité, j'aime répondre, venez faire un tour auprès d'un groupe d'adolescents du Val d'Occo sur la dalle d'Argenteuil, on va voir comment ça fonctionne. » On ne peut pas avoir l'autorité. On fait ou on ne fait pas autorité. L'autorité, c'est une relation. Certes, lorsque la confiance régnait dans les institutions, lorsque celle-ci conférait du pouvoir à une personne, globalement, celle-ci faisait autorité. L'autorité était en quelque sorte liée au statut de la personne. Mais lorsque, comme aujourd'hui, les institutions paraissent moins crédibles, Bosco l'avait pressenti, l'autorité est liée au statut de la personne qui l'exerce, mais de plus en plus à la qualité de la relation nouée entre cette personne et le jeune. Aujourd'hui, je vois des parents qui font autorité dans la famille, d'autres qui ne font pas autorité. Je vois des enseignants qui font autorité, d'autres qui ne font pas autorité. Je vois des juges pour enfants qui font autorité dans leur cabinet, d'autres qui ne font pas autorité. L'autorité n'est plus liée au statut. L'autorité est liée à la qualité de la relation entre l'adulte et le jeune. Comme j'aime à le dire aux politiques, on assiste moins aujourd'hui à une crise d'autorité qu'à une crise de crédibilité des porteurs d'autorité. Et ceci est vrai dans les différents champs institutionnels. Pour que la relation d'autorité fonctionne, encore faut-il que le porteur soit jugé crédible aux yeux des jeunes. Deuxième difficulté, l'importance des flux migratoires liés aux disparités économiques génère des difficultés dans le vivre ensemble. Au temps de Don Bosco, la misère dans les campagnes jetait à la périphérie des villes des milliers de jeunes dont les espoirs étaient rapidement déçus. Sans emploi, sans logement, sombraient dans la délinquance pour survivre. Je cite Don Bosco, la vue de cette foule de jeunes gens de 12 à 18 ans, tous sains et robustes, à l'esprit éveillé, mais réduits au désœuvrement, privés de pain spirituel et temporel, fut pour moi quelque chose d'horrible. Et ces jeunes, qualifiés de racailles par l'opinion publique, posaient de sérieux problèmes à l'ordre public. Il en est de même aujourd'hui. En France, la question du vivre ensemble se pose de manière cruciale avec les jeunes, en particulier avec ceux issus de l'immigration maghrébine et africaine. Les tensions communautaristes sont de plus en plus vives depuis ce mois de janvier. Et troisième difficulté, la révolution technologique rend le système de formation traditionnel. Au temps de Don Bosco, beaucoup de ces jeunes des faubourgs, avec quelques notions scolaires pour ceux qui avaient été à l'école, et c'était loin d'être le cas de tous, et en termes de formation professionnelle, ne connaissaient que les travaux des champs, auxquels ils avaient été initiés dès leur plus jeune âge, dans les exploitations agricoles, le plus souvent de type familial. Ils n'étaient guère compétents pour être embauchés dans les entreprises de la ville. Aujourd'hui, bon nombre d'employeurs se plaignent de l'inadéquation des formations actuellement dispensées vis-à-vis du marché du travail qui est en pleine évolution. Et le taux de chômage des jeunes atteint dans notre Europe
un niveau de record historique. Secondo, la pertinence des intuitions de Don Bosco dans son système préventif. Tout d'abord, il fonde l'autorité sur la confiance. Alors que dans les méthodes que Jean Bosco qualifie de répressives, l'autorité se fonde sur le pouvoir de sanctionner, dans la méthode qu'il appelle préventive, l'autorité se fonde sur la qualité de la relation adulte-jeune. Et Jean Bosco réhabilite, après le siècle des Lumières, la dimension affective de cette relation, dimension qui est présente, qu'on le veuille ou non. Je suis de ceux qui pensent que si en France, l'école est aujourd'hui tellement en difficulté avec les élèves posant des actes de violence, c'est que la plupart des enseignants ont été formés à la négation de la dimension affective. J'entends parfois parler de la relation prof-élève comme si la relation d'un enseignant homme avec un élève garçon était de même nature que celle d'un enseignant homme avec une jeune fille, comme si la relation d'une enseignante avec un jeune garçon était la même qu'avec une jeune fille. On parle de la relation prof-élève comme d'une relation asexuée. Jean Bosco réhabilite cette dimension affective de la relation pédagogique. Sans affection, pas de confiance possible, aimait-il répéter. C'est bien la confiance qui est la clé de voûte de son système pédagogique. Car si on peut fonder le pouvoir sur la menace, on ne peut fonder l'autorité que sur la confiance. Et j'aime dire que la foi, la confiance, c'est un moteur à 3 temps. En effet, mon expérience d'éducateur au Val d'Occo m'a fait découvrir que les jeunes qui spontanément font le moins confiance à l'adulte sont toujours des jeunes qui ont très peu confiance en eux. Lorsque je n'ai pas confiance en moi, il est dangereux de faire confiance à l'autre, car je risque d'être manipulé. Il s'agit donc toujours de faire confiance de manière à ce qu'il puisse prendre confiance en lui et en retour soit capable de faire confiance. Parlons donc de ces 3 clés qu'emporte le système préventif. Première clé, faire confiance aux jeunes. Il s'agit de refuser de le qualifier à partir de ses performances ou de ses comportements d'aujourd'hui. S'il est un adjectif que je n'utilise jamais dans mon vocabulaire d'éducateur spécialisé, c'est l'adjectif délinquant pour qualifier un jeune. Car qu'est-ce qu'un jeune délinquant? Si je prends la définition du dictionnaire, un jeune est délinquant parce qu'il a commis un délit. Le drame, c'est que dans la tête des gens, cela devient très vite un jeune commet un délit parce qu'il est délinquant. C'est terrible, les effets pervers de cette inversion de causalité. On fait des délinquants une catégorie de jeunes dont la caractéristique serait de produire du délit. Toute ma posture d'éducateur salésien consiste à dire à l'adolescent « Tu as commis un délit, mais pour moi, tu n'es pas délinquant. Voilà pourquoi je me mets en colère après toi, voilà pourquoi je te sanctionne. » Dans le cadre de l'école, c'est la même différence entre ta copie est nulle et tu es nul. Les enfants qui souffrent le plus à l'école sont les enfants qui ont eu la malchance de rencontrer à l'école des enseignants qui ont confondu le champ de la performance et le champ de la personne. Un salésien de Don Bosco peut parler de bonne ou de mauvaise copie en fonction du référentiel de notation. Il n'a pas le droit de parler en termes de bon ou de mauvais élève. L'élève, c'est une personne. Comment pourrais-je la qualifier de mauvaise? D'autant que la plupart de ces soi-disant mauvais élèves rêveraient de faire du bon. Deuxième clé, croire en le jeune de manière à ce que celui-ci puisse croire en lui. Il s'agit de lui apprendre à mémoriser de la réussite, car l'homme est ainsi fait qu'il n'est capable d'affronter une difficulté qu'en se mémorisant une réussite antérieure. Ceci nécessite de changer de regard sur l'enfant. À l'opposé de certains courants qui règnent en milieu scolaire, où l'accent est souvent mis sur ce qui manque aux jeunes pour être au niveau attendu, Don Bosco est convaincu que c'est seulement lorsque l'enfant prend conscience de ses talents qu'il devient capable de les enrichir.
Songeons à la répartie, sais-tu siffler au moins, dans le dialogue avec Barthélemy. Et c'est alors, troisième clé, que le jeune apprendra à faire confiance. Encore faut-il que l'éducateur de cette confiance, autrement dit, soit crédible. Et ce qui fonde cette crédibilité, c'est la cohérence entre le dire et le faire. Don Bosco s'y montrait très attaché. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, ne fonctionne plus en éducation. Oui, la confiance est véritablement le socle du système préventif, car elle s'appuie sur les trois piliers, la raison, considérer le jeune comme un être raisonnable, la religion, croire en le jeune puisque Dieu croit en lui, l'affection, sans affection, pas de confiance possible. Deuxième intuition, apprendre le vivre ensemble en favorisant l'alliance. À l'oratoire, Don Bosco se fit le promoteur de la mixité sociale. Aux côtés des apprentis qu'il accueillait, principalement des jeunes des faubourgs de Turin, au comportement parfois difficile, aussi de jeunes collégiens, dont beaucoup venaient des campagnes avoisinantes, avaient reçu une bonne éducation dans leur milieu familial et qui, grâce à lui, pouvaient fréquenter les collèges de Turin. La cohabitation de ces deux groupes ne se fit pas toujours facilement. On se souvient de cette célèbre bataille de boules de neige, un jour d'hiver, qui dégénéra en un franc pugilat entre apprentis et collégiens qui s'affrontèrent durement. Écoutons le récit dans les mémoriers. Fin janvier 1862. Dans la cour du Val-d'Occo, une abondante chute de neige avait permis aux écoliers et aux apprentis de bâtir deux tours, représentant deux camps armés opposés. D'un jeu innocent, on en arrive à de véritables règlements de compte, avec des actes de violence insupportables qui durent près de 3 jours, y compris subrepticement la nuit, pendant lesquels pleuvent sur l'adversaire des boules de neige et des coups de bâton. Même l'arrivée précipitée de 4 Salésiens, et non des moindres, ne réussit pas à contraindre les deux camps à l'obéissance. Et ces Salésiens souhaitaient l'exclusion des leaders. Jean Bosco convoqua les leaders dans son bureau. En permettant à chaque parti de s'exprimer, il leur permit de relire leur comportement, de prendre conscience de leur perte de maîtrise de soi et de leur agressivité, qui conduisirent à transformer le jeu en véritable bataille rangée où l'adversaire n'était plus respecté. Il put alors entamer un processus de médiation et il put résoudre le problème en n'excluant personne. Autre exemple de cette pratique de la médiation, Don Bosco développait dans son œuvre la prise en charge d'un jeune nouvellement arrivé par un ancien qui exerçait une véritable fonction de médiation avec l'institution. Ce parrainage s'avéra rapidement bénéfique pour l'accompagnement de ce jeune et son intégration dans l'œuvre. Et lorsqu'il s'agissait d'un adolescent particulièrement turbulent, il savait motiver un collégien ayant quelque ancienneté pour réaliser cette prise en charge. Dominique Savio fut l'un de ses tuteurs, et il sut jouer un important rôle de médiateur. On connaît l'exemple célèbre du duel entre deux adolescents qu'il réussit à éviter en se plaçant comme médiateur. Et il proposa aux adolescents de la compagnie de l'Immaculée qu'il fonda d'aimer indistinctement tous leurs camarades, qu'ils soient apprentis ou collégiens, et de les reprendre avec douceur si cela s'avérait utile. Cette pratique de la médiation au sein de ces institutions permit à Don Bosco de promouvoir l'alliance avec tous les jeunes accueillis, quel que soit leur milieu social d'origine. C'est à Xavier Thévenot que j'emprunte cette terminologie de l'alliance qui conjugue à la fois l'amour et la loi. Certes, comme Xavier le dit, Don Bosco respectait que l'on présente sa pédagogie comme une pédagogie de l'alliance, tel n'était pas son vocabulaire. Pourtant, une telle présentation paraît tout à fait légitime et peut donner beaucoup à penser. Cette notion d'alliance qui conjugue l'amour et la loi, selon le mode biblique, synthétise les 3 piliers du système préventif, raison, religion, affection. Enfin, troisième intuition, initier une formation d'alternance qui redonne l'espérance. Le génie de Don Bosco en son temps consiste à voir dans les désœuvrés du monde campagnard les futurs acteurs du monde industriel. Relever le défi de la formation. On dit de lui qu'il initia les contrats d'apprentissage, le patron participant au financement de formations dispensées par Don Bosco à l'oratoire. Cette formation d'alternance s'avéra très efficace. Et Don Bosco sut remettre dans le concret de l'emploi
des centaines de jeunes apprentis. Il donna également leur chance à des jeunes de la campagne de pouvoir effectuer des études secondaires grâce à leur inscription à l'internat du Val-d'Ocaux. Jean Bosco consacra des nuits entières à la rédaction de manuels scolaires dans un langage compréhensible pour les jeunes qui l'accueillaient. Alors, Tertio, comment repenser le système préventif dans l'horizon actuel? Ce système me paraît tout à fait pertinent dans un monde en mutation. Mais il nous faut peut-être effectuer 3 grands approfondissements. Tout d'abord, il s'agit d'approfondir la notion de relation éducative avec les outils actuels des sciences humaines. Cette relation se construit. Au Val-d'Ocaux, cette association de prévention qui œuvre auprès des jeunes des quartiers sensibles, nous parlons de ces 3 temps de la relation. Le premier, c'est l'approche. Permettre à l'éducateur de découvrir peu à peu la réalité du jeune, qui peut être bien différent des préjugés qu'il a sur lui, et permettre aux jeunes de découvrir la réalité de l'éducateur, qui peut être bien différente des préjugés qu'il a sur lui. Puis vient la phase de l'accroche, souvent rendue possible par un faire ensemble. Don Bosco insiste sur la présence de l'éducateur aux activités. Et c'est alors et alors seulement que l'accompagnement est possible. La biographie de Michel Magon illustre ce triptyque. La phase de l'approche, en gare de Carmagnola, la phase de l'accroche, ce jeu des barres sur la cour du Val-d'Ocaux, et enfin cet accompagnement qui se fonde sur la confiance. Et Xavier Thévenot, ce moraliste français qui sut, dans notre pays, adapter le système préventif dans un langage compréhensible par les spécialistes des sciences humaines, nous demande de distinguer en termes de confiance ce postulat de confiance indispensable. Il faut que les jeunes le perçoivent. Celui-ci doit savoir que l'on croit en lui, quoi qu'il arrive. Des actes de confiance qui doivent, bien sûr, être posés en fonction de la connaissance que l'on a du jeune et aussi de son environnement. Deuxième approfondissement, approfondir la question de la médiation. Relever le défi de la mixité sociale constitue un véritable enjeu dans nos sociétés contemporaines. C'était aujourd'hui, après les événements du mois de janvier, le défi principal de la société française, enrayer la spirale de ghettoisation dans laquelle grandissent tant de jeunes. On sait combien cette ghettoisation fait courir un grand risque dans notre pays pour la cohésion sociale. À l'exemple de Don Bosco, il faut veiller dans nos œuvres à une telle mixité. L'établissement de celle-ci passe par le développement de la fonction de médiation afin de prévenir et de réguler les conflits. Don Bosco fit de la médiation sans le savoir. Je crois qu'il est important aujourd'hui de théoriser autour de cette notion. La médiation se fonde sur l'idée d'entremise, d'intermédiaire, de rétablissement de la communication grâce à la présence d'un tiers qui est partial. Le médiateur est celui qui tente de renouer les fils du dialogue et de la communication. Il devient en quelque sorte un pont entre les deux. Il s'agit de privilégier le fonctionnement triangulaire de la relation. En effet, la relation duel comporte toujours le risque de la communication, du conflit et du glissement vers la violence. Du médiateur, elle se transforme en relation triangulaire où la communication redevient impossible. Cette fonction de médiation n'est pas innée. Elle s'acquiert par une formation. Il doit s'agir tout d'abord d'une formation à la citoyenneté. Et combien Don Bosco y était attaché, lui qui se proposait de former de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. Et il était innovant à l'époque d'utiliser ce mot de citoyen qui appartenait au vocabulaire de la République à une époque où l'Église continuait de vibrer aux thèses de la monarchie. Pour Jean Bosco, l'idéal chrétien et l'idéal républicain se rejoignent dans la promotion de la fraternité.
Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre République française, urgent, c'est de promouvoir la fraternité. Ben pourquoi l'association Le Val d'Occo a créé un institut de formation au métier de la ville qui a pour pôle principal la formation de médiateurs, à la fois des jeunes élèves dans les collèges, à l'instar de Dominique Savio, à la fois des adultes dans les quartiers. Enfin, troisième approfondissement, il s'agit d'initier de nouveaux modes de formation en adéquation avec la culture du numérique. À la manière de ce précurseur qu'était Don Bosco, il nous faut aujourd'hui apprendre à voir, dans les jeunes désœuvrés du monde industriel, les futurs acteurs du monde numérique. Et comme en son temps, cela passe par relever le défi de la formation dans ce monde bouleversé par la révolution du numérique. Il s'agit pour les Salésiens d'un véritable chantier à ouvrir aujourd'hui dans tous nos centres de formation scolaire et professionnelle. L'enseignement de demain devra s'appuyer sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et bon nombre de jeunes de milieux sociaux défavorisés sont aussi doués en ce domaine que leurs autres camarades. À nous de retrouver l'audace de Don Bosco, mais aussi son application à créer de nouveaux outils de formation. Lui passait ses nuits à écrire de nouveaux manuels, à nous de concevoir de nouveaux logiciels de formation. Et j'en viens à ma conclusion. Une question reste posée, comment dans le contexte de sécularisation qui règne aujourd'hui en Europe, interpréter la formule par laquelle la tradition salésienne a résumé la méthode pédagogique de Don Bosco, évangéliser en éduquant et éduquer en évangélisant. Évangéliser en éduquant, c'est fonder la relation éducative sur la trilogie constitutive du message évangélique, croire, espérer, aimer. Croire en le jeune, à la manière dont Christ croit en lui, espérer avec le jeune, à la manière dont Christ espère avec lui, et aimer le jeune, à la manière dont Christ l'aime. Je reviens d'un séjour en Tunisie, où j'ai eu l'occasion de développer le système préventif auprès d'enseignants tous musulmans, en ôtant l'explicitation chrétienne de la manière dont Christ croit en lui, la manière dont Christ espère avec lui, la manière dont Christ l'aime, mais la présentation restait tout à fait pertinente. L'évangélisant, c'est s'appuyer sur la figure du bon pasteur, qui appelle chaque jeune par son nom, en l'invitant à sortir de l'univers fusionnel de la bergerie qui représente l'enfance. Vocat nominatim et il les appelle par leur nom et il les fait sortir, autrement dit, il les éduque. C'est s'appuyer sur cette figure prête à faire confiance aux 99 autres brebis pour se rendre attentif à la 100e qui est en train de s'égarer. Et n'oublions pas que lorsque Jésus mène un dialogue évangélisateur, il ne fait que répondre aux questions qui lui sont posées. Et lorsque, très rarement, il prend l'initiative du dialogue, c'est aussitôt pour rendre la parole à son interlocuteur. C'est le « donne-moi à boire » qu'il dit à la Samaritaine, ou le « de quoi discutiez-vous en chemin » aux disciples d'Emmaüs. La dimension évangélique de la méthode éducative de Jean Bosco réside dans la pastorale du « de quoi discutiez-vous en chemin ». Autrement dit, s'intéresser à ce qui intéresse les jeunes. La pastorale du « donne-moi à boire ». Autrement dit, mettre le jeune en situation de donner. Il m'arrive de rencontrer des adolescents au bord du suicide, non pas parce qu'ils n'ont pas été aimés, ils vivent dans des familles aimantes, non pas parce qu'ils n'ont pas été aidés, ils ont rencontré une multitude de psys, mais ce qui a parfois manqué, c'est de rencontrer un adulte capable, à la manière de Don Bosco, de « j'ai besoin de toi », de solliciter sa capacité à donner. On a tous besoin qu'on ait besoin de toi, chante dans une chanson célèbre Jean-Jacques Goldman, la personnalité aujourd'hui préférée des Français. À l'heure où tant d'adultes décrient la puissions-nous sur les pas de Don Bosco continuer de savoir leur faire passer ce message. On a grand besoin d'eux pour adapter nos sociétés à l'horizon actuel, pour adapter notre Église à l'horizon actuel.
ringraziamo